Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans Ensemble c'est mieux. Ce matin, on vous parle de bien-être corporel, bien-être mental. Saviez-vous que la sonothérapie peut vous y aider? Il y a des sons qui soignent, des sons qui nous font du bien. C'est la spécialité de nos invités ce matin. Avant de les entendre, on part retrouver Evan. Salut Evan, où nous emmènes-tu ce matin, toi? Salut Anne Fantet. Eh bien oui, quand on parle de bien-être, la gourmandise fait aussi partie du bien-être. C'est pour ça que ce matin, j'ai chaussé ma plus belle tenue de cosmonaute, non pas pour partir dans l'espace, encore mieux, pour vous montrer les coulisses de la fabrication de la crêpe dentelle Gavotte, la fameuse. Et pour ça, notre guide ce matin, ce sera Bruno. Bonjour Bruno. Bonjour Evan. Merci de nous accueillir dans ce temple du savoir-faire breton. Bienvenue chez Lotmar et Biscuits. Nous sommes effectivement ravis de partager avec vous notre passion du biscuit. Je peux vous dire qu'on a hâte. Oui, effectivement. Ça fait longtemps que vous faites du biscuit ici. Oui, effectivement. Donc chez Lotmar Biscuits, notre mission, c'est de transmettre un monde de plaisir. C'est de préserver des savoir-faire uniques de nos régions et de pouvoir les faire rayonner dans le monde. Ça fait combien de temps qu'elle existe, cette crêpe dentelle Gavotte? Alors, l'histoire de la crêpe dentelle Gavotte, c'est une belle histoire. Elle démarre en 1886. C'est Catel qui laisse cuire trop longtemps sur son bélic une crêpe. Et plutôt que de l'acheter, Catel Cornic décide de la plier en 8 et de la déguster après. Et ainsi est née la délicieuse crêpe dentelle, réputée pour sa légèreté, sa croustillance et son goût de beurre. Et elle a toujours été produite ici, à Lanvalet, dans les Côtes-d'Armor? Non, en fait, l'aventure s'est poursuivie à Quimper, dans les ateliers, les crêperies de Locmaria, qui sont le berceau de la crêpe dentelle et la naissance de la marque Gavotte. Elle a été produite à grande échelle, à la main, et dans les années 60, elle a été industrialisée pour être produite en plus grande quantité, avec des outils qui ont été développés par nos collaborateurs. Oui, parce que le monde entier veut de la Gavotte, alors évidemment, il faut pouvoir en produire. Justement, vous arrivez toujours, malgré la demande croissante, à travailler avec des matières bretonnes françaises, des matières premières françaises, et surtout bretonnes. Oui, effectivement, puisque notre volume de production va bientôt atteindre 1 milliard de crêpes dentelles par an. Dingue. Voilà. Donc pour produire des biscuits comme les nôtres, qui sont des recettes simples et authentiques, la qualité des matières premières est essentielle. Et donc nous sélectionnons des matières premières d'origine française et lorsque c'est possible, un sourcing local pour nos principaux ingrédients que sont la farine, le sucre, le lait, de l'eau et du sel et de la levure. Voilà. Alors attendez, c'est ça les ingrédients de la recette secrète de la Gavotte? Exactement. Donc avec ça, on peut en faire une chez nous? Effectivement, on peut essayer de faire chez soi, mais en fait, le savoir-faire réside dans la cuisson et surtout dans le secret du pliage en 8, qui est un savoir-faire jalousement gardé dans Et oui, le secret du pliage en 8 qu'on ne vous montrera pas puisqu'il est secret, mais par contre, on va vous montrer la cuisson. Merci Bruno, à tout à l'heure. La cuisson, c'est avec Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour. Vous êtes le directeur de ce site de production ici à Lanvalet et vous allez nous montrer toute l'étape de fabrication, sauf le fameux secret, puisque c'est un secret. Mais ça commence par le four. Vous pouvez nous expliquer ce qui se passe derrière vous? Alors ça commence juste avant l'étape de cuisson, puisque avant d'arriver à cette étape-là, on a préparé la pâte à crêpes. C'est-à-dire qu'on a mélangé les ingrédients principaux, farine, beurre, huile, poudre de lait, sucre. Et donc on a formé une pâte à crêpes. Et qui arrive par ce tuyau-là. Qui arrive par cette tuyauterie exactement, qui descend sur ce qu'on appelle la tête de four. Et là on va déposer la pâte à crêpes sur une bande de cuisson. Mais c'est incroyable. Et alors, c'est la chaleur qui fait que la pâte suit le tapis roulant en fait, non? Oui, tout à fait. Alors ici, ce qu'on voit, c'est que comme à la maison, on va d'abord graisser la bande de four, comme la petite pointe de beurre qu'on met à la maison dans la poêle. Et la chaleur, la température de la bande va faire que la pâte va être entraînée naturellement. Et on voit 10-15 cm après cette étape de versage que la vapeur d'eau va commencer à s'évaporer. Bon, et alors ensuite, toute cette pâte, merci beaucoup Mathieu, on se revoit tout à l'heure. Merci. Toute cette pâte passe à travers le four. Fabrice, on va pivoter hop, à gauche comme ça pour que vous voyez le four. Et puis moi, je vous dis rendez-vous tout à l'heure pour vous montrer justement comment est-ce que les crêpes dentelles vont être ensuite conditionnées, enrobées de chocolat. Mais en attendant, test qualité, je suis obligé de la manger celle-là. Tu n'en perds pas une miette. Allez, validé. À tout à l'heure, Evan. Et on connaît tous cet adage, la musique adoucit les mœurs. Mais pas que. Le son en général peut soigner le corps et l'esprit. On vous explique ce que c'est la sonothérapie. On en parle tout de suite après avec mes invités. Je suis tendu. Écoute cette musique, ça détend.
Se soigner par les sons, c'est pas du bidon. La science a prouvé que les stimuli auditifs avaient bel et bien un impact sur notre état physique et psychologique. Il faut savoir que notre corps émet un champ électromagnétique, source de vibrations. Nos organes et nos cellules vibrent. Lorsqu'il y a blocage, tension ou maladie, la fréquence de ces vibrations est perturbée. Or, certains sons, dits cohérents, comme des gongs, des bols chantants ou des diapasons thérapeutiques, peuvent, grâce à leur fréquence spécifique, entrer en résonance avec notre corps pour le réharmoniser. C'est l'eau qui sert de conducteur. Comme elle représente environ 65% du corps, les vibrations se diffusent à travers nos cellules. Des études montrent que la sonothérapie, la médecine par le son, peut agir positivement sur le stress et sur certaines inflammations. Très à la mode, les vidéos d'ASMR, une technique de relaxation à base de paroles chuchotées et de sons étranges, sont utilisées par des millions de personnes qui s'en servent souvent le soir pour trouver le sommeil. Un petit coup de gong pour se détendre ? On est toujours très détendu ici sur le plateau d'Ensemble c'est mieux. Alors en ma compagnie ce matin, Katia Van Hertrick et Jordan Sonal, vous êtes toutes les deux sonothérapeutes, chacune avec vos spécialités. Fab Ben Burban, vous êtes avec nous à distance, vous pratiquez la sonothérapie avec Katia. Et Lucia Poulain, avec vous, il ne sera pas question de son, mais de solidarité. Vous nous parlerez de l'association Proxité qui accompagne les jeunes sur leur scolarité et leur début de vie professionnelle. Bonjour à toutes. Alors on l'a vu il y a quelques instants, le son peut nous faire du bien. On peut le dire, Jordan, la sonothérapie est encore méconnue en France ? Oui, c'est assez récent. En fait, elle revient sur le devant de la scène. Mais c'est en fait une thérapie qui est ancienne de millénaires, qui vient beaucoup d'Asie. Enfin, voilà, on connaît le gong, les mantras, les bols tibétains. Et voilà, c'est quelque chose qui a été un peu oublié pendant un temps et qui en fait revient sur le devant de la scène petit à petit. Qu'est-ce qui explique, Katia, que ça redevient tendance, ou en tout cas les gens s'en emparent aujourd'hui ? Je pense que les gens ont besoin, au-delà de la médecine classique, de trouver d'autres accompagnements, d'autres façons de se ressourcer, de se libérer. Et ce sont de formidables outils vibratoires qui amènent autre chose. On va entendre dans quelques instants. Alors Fabienne, comment avez-vous eu connaissance, vous, de la sonothérapie ? Alors moi, j'ai toujours été attirée par les bols, en fait, déjà depuis quelques années. Et c'est ma rencontre avec Katia qui m'a vraiment fait découvrir les sons, que ce soit en neurofeedback ou avec les bols tibétains. Et donc voilà, ça m'apporte beaucoup de bien-être. Justement, Katia, qu'est-ce qui motive en général les gens qui viennent vous voir ? Alors clairement, c'est la recherche de détente, de bien-être, de concentration, d'harmonisation globale. Voilà. Vraiment pour retrouver la santé dans l'ensemble. Alors vous nous avez toutes apporté des instruments, des bols pour qu'on comprenne bien. Alors il en existe plusieurs sortes, si je ne dis pas de bêtises. On va commencer avec le bol tibétain, Katia. Très joli, souvent en cuivre, c'est ça ? 7 métaux. Ah, 7 métaux. Oui, 7 métaux, les bols tibétains. Il en existe de nombreuses tailles et ils sont façonnés de façon différente. Mais en effet, chaque bol a une particularité, a un son, une résonance et des notes différentes. Alors, on va écouter tout de suite ce que ça donne. Voilà, celui-ci. C'est un bol qui peut être posé sur le corps et qui peut être aussi accompagné en aérien autour du corps. Et en fonction de votre geste, vous pouvez aussi impacter le son ? Oui, le son peut être atténué selon le ressenti de la personne. Peut être aussi, on peut les faire chanter en posant le bâton autour du bol et on peut le frapper pour qu'il y ait une résonance plus subtile au niveau du corps. D'accord. Vous, Jordan, vous nous avez apporté un bol en cristal. J'aimerais bien qu'on écoute ce que ça donne. Tout à fait. Alors ça, c'est un bol en cristal qu'on appelle thérapeutique parce qu'il a cette poignée en fait qui permet justement de le balader autour du corps. C'est vrai que ça a déjà un effet apaisant d'entendre ce son. Alors c'est marrant parce que c'est pas le même son. Celui-là est plus lumineux, je dirais, et celui-là, on sent plus les vibrations. Alors là,
Le cristal amène quelque chose avec il y a de la silice dans celui-ci, et le cristal pur, ça vient envelopper au niveau du son, alors que le bol tibétain avec le métal a quelque chose de plus pénétrant et quelque chose qui vient au niveau du corps plus subtilement. Alors vous allez nous faire une autre démonstration un peu plus tard, mais juste Fabienne, qu'est-ce que vous ressentez quand vous faites une séance de sonothérapie ? C'est de l'apaisement, moi ça m'aide vraiment à lâcher prise, c'est vraiment le son qui m'a vraiment aidé à lâcher prise. C'est un mieux-être général et vraiment faire reset sur le corps, sur l'organisme. Et comment sait-on quels sont les sons qui nous conviennent le mieux ? Est-ce qu'il y a des sons qui sont propices à des personnalités, des tempéraments, Jordan ? Oui, alors en fait, pour le coup, dans une séance de sonothérapie, c'est à chaque fois adapté à la personne en fonction de ce avec quoi elle arrive. Il y a un temps d'échange en début de soins. Et à partir de ça, on va utiliser tel ou tel instrument plutôt que d'autres. Les bols tibétains, on va les poser à tel endroit plutôt qu'à un autre endroit, ou utiliser certains bols plutôt que d'autres. C'est vraiment, voilà, ça s'adapte et c'est modulable en fonction effectivement des personnes et de ce qu'elles sont et comment elles sont au moment T en fait du soin. Et vous me disiez, Katia, aussi que j'ai perdu mes mots. Vous me disiez aussi que la parole aussi était très importante. Oui, dans ces échanges. Les échanges sont importants. Avant tout, les personnes arrivent et c'est important qu'on puisse les écouter, comprendre leurs besoins et en effet adapter avec les différents outils vibratoires à notre disposition le protocole qui leur permettra de se libérer et de trouver l'apaisement et le ressourcement qu'ils sont venus chercher. Et c'est quoi l'objectif aussi ? C'est d'atteindre des objectifs précis appliqués dès le départ, ou vous vous dites parfois c'est aussi un chemin dans lequel on se glisse en se disant peut-être que je vais découvrir d'autres aspects de bien-être. C'est un chemin puisque en tant qu'accompagnant, on développe de l'écoute. On a aussi beaucoup d'intuition par rapport aux personnes qu'on reçoit. Et à chaque fois, même si les personnes viennent avec quelque chose de précis, on se laisse porter et on les écoute. Et eux se laissent aussi, comme disait Fabienne, lâche prise et trouvent quelque chose à chaque fois. Justement, Fabienne, qu'est-ce que ça a changé en vous, la sonothérapie ? Vous vous êtes découverte des talents pour une certaine sérénité Oui, c'est ça. Oui, ça m'a permis de libérer des émotions, d'apprendre à se poser, chose que j'avais du mal à faire. J'ai aussi suivi une formation pour apprendre à travailler un petit peu avec les bols tibétains. Donc, par contre, je le fais uniquement sur moi ou mes proches. Mais c'est vrai que ça me permet de m'accorder du temps à moi et ça me fait vraiment beaucoup de bien. Justement, on peut faire ça aussi chez nous, tout seul, des petites séances de sonothérapie ? Tout à fait, il y a de l'auto-soin, avec particulièrement les bols tibétains sont bien adaptés, aussi bien posés sur le corps qu'en aérien. Et ça amène, comme dit Fabienne, du lâcher-prise, du bien-être et de se recentrer à chaque fois. Alors justement, on va encore en profiter. Vous me disiez que les bols pouvaient être en résonance. Oui. Montrez-nous comment ça marche. Qu'est-ce que vous diriez si vous étiez en séance là maintenant ? Je ne dirais pas grand-chose. D'accord. On écouterait, on viendrait poser, on viendrait faire circuler au-dessus. Au niveau du corps, il y a des endroits où le bol résonne pas de la même façon. Il y a pas mal de personnes qui expriment comme ça, je trouve ça assez juste, c'est « dis-moi comment tu chantes, je te dirai dans quel état vibratoire tu es ». Le bol vient aussi nous montrer au niveau de la personne l'endroit qui est à ressourcer. Et ce qui est d'ailleurs, je rebondis, par rapport à la vidéo d'introduction, on voit que le corps a des fréquences vibratoires et ce qui est magique en fait avec les sons et les instruments, c'est que quand il y a un déséquilibre dans le corps va absorber les vibrations. Donc c'est très facile pour nous en tant que thérapeute de voir à quels endroits sont les déséquilibres parce que les instruments en fait vont vibrer différemment et du coup en repassant au-dessus de ces zones-là, en fait, au bout d'un moment, le corps a absorbé ce dont il avait besoin et ça rééquilibre tout.
Alors vous me disiez aussi, Jordan, en préparant cette interview, que vous pratiquez la sonothérapie aquatique. Oui. Qu'est-ce qu'apporte la dimension aquatique? Eh bien, avec l'eau, en fait, c'est complètement magique parce que il n'y a plus comment dire, il n'y a plus de différence entre l'intérieur et l'extérieur. En fait, on est composé à 60% d'eau. Donc, en étant dans l'eau, on perd totalement la frontière entre ces deux le corps choses. et l'intérieur. Et les vibrations sont beaucoup plus puissantes dans l'eau, et parce que ça conduit ces vibrations. Et puis l'eau, c'est l'originel un peu, et c'est vraiment avec le son, c'est merveilleux. Et vous couplez ça aussi à du chant improvisé, vous me disiez. Oui, du chant. Donc c'est du chant intuitif, on appelle ça. Et c'est un chant improvisé. Selon la personne que j'ai avec moi, c'est différent à chaque fois. D'accord. Et voilà. Et c'est, en fait, dans ces soins-là, je mélange aussi avec une pratique qui s'appelle le Watsu, qui en fait vient du Shiatsu, qui se pratique dans l'eau. Donc c'est des mouvements très lents, des bercements. C'est très très beau. Alors on a reçu quelques questions de nos téléspectateurs, téléspectatrices surtout, qui s'interrogent sur la sonothérapie. Je vous propose d'écouter Meg. Je m'intéresse à la sonothérapie car je suis une personne plus ou moins stressée par moment. Et de ce fait, je me demandais quel était le coût d'une séance de sonothérapie, à quelle fin on pouvait l'utiliser et quels mots étaient plus particulièrement soignés par cette méthode. Alors à combien revient une séance de sonothérapie, Katia ? Alors pour moi, en fait, c'est à peu près 50 € la séance, et elle dure 1h30. D'accord. Voilà. Et il faut une certaine régularité dans les séances ou pas? Où on peut se dire, je peux faire un one-shot, comme on dit, une seule fois pour essayer, ou est-ce que c'est aussi cyclique, c'est important? Ça arrive. Alors les deux peuvent être possibles. Il y a des personnes qui viennent là en découverte ou parce qu'à un moment donné, il y a besoin. Et il y a des personnes que j'ai aussi en suivi qui reviennent pour d'autres raisons, entre guillemets. Mais voilà, les deux sont possibles et les deux sont totalement bénéfiques. Et pour revenir à la question de Meg, quels sont les mots qui peuvent être soignés avec la sonothérapie? La première large. Sphère, oui, c'est large. large. La première sphère impactée, c'est évidemment le bien-être, la relaxation, le lâcher-prise. Et ça va au-delà de ça. Tous les maux du corps peuvent être vraiment accompagnés. Et la concentration, voilà. Il y a plein de choses qui sont... La réduction du stress, beaucoup. Oui, beaucoup. Et c'est également un très bel outil pour accompagner des pathologies qui sont plus lourdes. J'allais y venir, oui. Donc ça peut être pour l'accompagnement de fibromyalgie, sclérose en plaques, Parkinson. Toutes ces maladies lourdes sont vraiment... en tout cas, ça aide beaucoup. Et on peut consulter, j'imagine, sans problème particulier, juste pour se faire du bien aussi, non? Exactement. Oui, il y a des protocoles adaptés pour femmes enceintes. Ouais. Et les personnes qui ont un pacemaker aussi, voilà. Ce sont les seules contre-indications éventuelles. Voilà. Fabienne, si vous deviez vous adresser à quelqu'un qui ne connaît pas la sonothérapie, qu'est-ce que vous lui diriez pour le convaincre? Parce qu'on peut voir aussi ça comme quelque chose de très spirituel, de mystique aussi un petit peu. Eh ben, c'est tout simplement avoir plus de légèreté, être en harmonie. Enfin, moi, ça a été vraiment un bien-être général, autant au niveau du corps qu'au niveau psychologique. C'est vraiment un état d'apaisement total. Enfin, on ne peut pas expliquer toutes ces vibrations de ce qu'on peut ressentir dans le corps. C'est vraiment un bien-être général. Et vous ne pourriez plus vous en passer? Ah non. 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 Lucia Poulain, depuis tout à l'heure, on parle de la sonothérapie. Qu'est-ce que ça vous évoque? Ça vous inspire? Vous vous laisseriez tenter? Ah, complètement, ça recentre. Ouais. On est relâché. Même moi, je me trouve beaucoup plus détendue que d'habitude. J'en perds même mes mots, c'est vous dire. Alors, quel est le profil des gens qui viennent vous voir? C'est plutôt des femmes ou des hommes, ou il n'y a pas de... Une majorité de femmes, quand même, faut se le dire, mais il y a aussi des hommes qui viennent et qui se laissent aussi porter par ce genre de choses. Il y a les sons, mais aussi la musique, vous me disiez, Katia, avec une autre technique, le neurofeedback. Fabienne en parlait tout à l'heure. Rapidement, qu'est-ce que c'est? Alors, le neurofeedback, c'est une technique non invasive, une méthode douce de régulation de l'activité cérébrale.
Voilà. Pour aller à l'essentiel, il y a des petits capteurs qui sont posés sur le cuir chevelu. C'est un EEG simplifié, un électroencéphalogramme simplifié, qui analyse en temps réel l'activité du cerveau. Et donc avec le son, avec la musique, ça permet de réguler cette activité électrique cérébrale. Et dernière question, comment on en arrive à devenir sonothérapeute ? Qu'est-ce qui vous a amené vers ce chemin-là, vous, personnellement ? Alors, moi, j'avais déjà commencé un cheminement du développement personnel, un chemin vers moi. Ouais. Et le son était très présent. Et rapidement, quand j'ai décidé de m'installer en neurofeedback, la sonothérapie s'est invitée à ma table. D'accord. Voilà. Et pour ma part, je baigne dans la musique depuis petite. Et puis, des circonstances de vie ont fait que ça a été comme une évidence et c'est arrivé sur mon chemin. Et vous, j'imagine, juste dans votre vie de tous les jours, vous avez besoin de la sonothérapie, c'est quelque chose... Oui. Ouais. Le son fait partie du quotidien. Et moi aussi, je reçois des soins avec d'autres sonothérapeutes. On s'échange des soins et c'est toujours avec grande joie qu'on reçoit ces soins avec ces merveilleux outils vibratoires. Vous aussi, vous prodiguez des soins Oui, tout à fait. Et je reçois aussi, et c'est vraiment... C'est quelque chose qui avait déjà une grande place dans ma vie, mais là, d'autant plus, et c'est vrai que c'est magique et on s'en passe pas. Et pour conclure sur ce petit dossier du jour, vous aviez aussi amené un carillon. J'aimerais bien qu'on l'écoute avant qu'on passe à un autre sujet. C'est souvent avec ça, d'ailleurs, que je clôture mes soins. Parfait. C'est sur ce joli son qu'on va dire au revoir à Fabienne. Merci Fabienne d'avoir été avec nous à distance. Merci Katia et Jordan de nous avoir expliqué votre passion. Alors, restez quand même avec nous, vous nous avez fait du bien, donc on ne va pas vous abandonner tout de suite. On va retrouver Evan qui, lui, est en compagnie d'une loupe. D'une crêpe gavotte. Exactement. J'essaye de percer désespérément le secret de la croustillance de ces crêpes gavottes, Anne Fantet. C'est Mathieu qui le connaît, le secret. Alors, avant de nous le donner, Mathieu, le secret de cette croustillance, nouveau mot, on retrouve nos gavottes qui ont été cuites dans le four. Et je vous laisse nous expliquer ce qui s'est passé depuis l'étape de cuisson. Exactement. Alors, on retrouve nos gavottes là en sortie four. Donc, on a passé l'étape cruciale du roulage de la crêpe dentelle. On retrouve nos crêpes dentelles sortie four qui passent. Nous avons visiblement c'est vraiment le feuilletage qui fait la... Donc là, c'est vraiment la technique de roulage en 8 qui fait la croustillance et la finesse du produit. Et ce qu'on ne verra pas, c'est l'emballage des crêpes dentelles nature, que vous pouvez voir ici, que vous connaissez bien. Le célèbre emballage. Par contre, ce qu'on va aller voir, c'est le conditionnement du chocolat. C'est l'enrobage de chocolat des crêpes dentelles. Oui, parce qu'une des variantes de la crêpe dentelle, c'est aussi la version chocolatée. Donc on la voit là-bas, c'est avec du chocolat que vous sourcez de manière équitable. Alors effectivement, aujourd'hui, les crêpes dentelles chocolat représentent à peu près 3 fois le volume de crêpes dentelles nature vendues dans le monde. Et on a 2 recettes de chocolat noir ou chocolat au lait. Un chocolat qui est labellisé UTZ, qui garantit à la fois des conditions de culture environnementalement responsables et à la fois des conditions sociales également valorisantes pour les agriculteurs. Ça donne faim en tout cas. Comment est-ce qu'on la conserve, la crêpe dentelle? Parce que moi, des fois, elle est devenue toute molle. Il y a forcément une technique. Alors si elle est devenue toute molle, c'est que vous avez fait sûrement une petite erreur. Pour bien conserver une crêpe dentelle, d'abord le plus simple, c'est de la manger rapidement. Et puis si vous voulez quand même la garder un petit peu, il faut mieux la garder dans une boîte en fer, dans un endroit sec et frais, pour éviter qu'elle prenne effectivement l'humidité ambiante. Et donc c'est ça le secret de sa croustillance légendaire? C'est ça, le secret de sa croustillance, c'est une bonne conservation et l'expertise et la compétence des opérateurs qui l'ont construite au départ. Évidemment. Bon merci beaucoup Mathieu. Merci beaucoup. On va demander à Bruno de nous rejoindre. Bruno, je le rappelle, vous êtes le directeur général de Locmaria Biscuit, le groupe qui gère Gavotte et Traumad également. On va aller voir un petit peu cette sorte de cuve, parce que là c'est un peu triste, c'est les crêpes Gavotte qui n'ont pas passé le contrôle qualité. Qu'est-ce que vous allez en faire? Effectivement, donc certaines crêpes ne peuvent pas être commercialisées en l'état. Et ce qui tombe très bien, c'est que nous avons une gamme de produits spécialement destinés à la restauration. Et nous fabriquons spécialement des crêpes dentelles qui, de temps en temps, sont cassées pendant le processus de production, mais pour être destinées à des grands chefs et à tous les consommateurs qui souhaitent faire des bonnes pâtisseries chez elles. Ah, pour faire les petits fonds de tarte au chocolat croustillant. Par exemple, des produits croustillants, effectivement, qui apportent, je dirais, un caractère premium à tous nos desserts. Bon, donc vous recyclez vos déchets, mais ici, chez Locmaria,
On retrouvera tout à l'heure Evan. Je vous propose maintenant de suivre ce matin les coulisses du métier de community manager. Voici le portrait de Diane. Je voudrais voir avec toi 2 petits sujets. Alors, premier sujet, wording et communication sur Donjiga. D'accord. Je m'appelle Diane Réol, j'ai 26 ans et ça fait maintenant un peu plus de 2 ans et demi que je suis community manager. Le community manager, c'est un métier qui consiste à faire rayonner la marque sur les réseaux sociaux et à porter les messages de marque auprès des communautés. Au quotidien, je vais créer une ligne éditoriale sur les différents réseaux sociaux de la marque. Le but, vraiment, ça va être de fédérer, d'animer une communauté et de créer un maximum de proximité. On va également tous les jours faire des posts sur les différents réseaux sociaux. Il y a aussi le côté toute analyse statistique qui est important dans notre métier. Donc voilà, curiosité, créativité, rigueur et être à l'écoute. Je vais demander au studio. Sauf si tu as fait un Bitly, et du coup tu peux dire bytel.fr/5G, et dans ce cas-là ça envoie vers la page réseau. Ok, super. Community manager, ça va être également répondre aux clients, interagir avec eux, c'est très important. Et ensuite construire des campagnes et vraiment mettre en avant tout ce qui va être communication sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut juste remonter et regarder les stats YouTube pour regarder un petit peu où on en est, par exemple ici? Bien sûr. Il y a la majorité des commentaires qui peuvent être parfois un petit peu blessants, mais c'est pas grave, il faut voir tout le positif derrière et il faut surtout transformer le négatif en positif, c'est très important pour pas se laisser abattre, pour pas se décourager. Quand on lance quelque chose, on pense que ça va vraiment cartonner et qu'au final, c'est pas forcément le cas. Il faut rebondir, il faut se dire ok, là ça n'a pas bien réagi, pourquoi? Comment faire mieux et comment s'adapter? Il n'y a pas eu de commentaires sur cette vidéo-là? Peut-être pas assez de mise en avant? Peut-être, oui. C'est pour ça que si tu pouvais la relayer sur les réseaux sociaux. Ok. Le métier de community manager évolue vraiment très rapidement parce qu'on va avoir plein de nouveaux codes sur les réseaux sociaux, on va avoir des nouvelles plateformes aussi. Et il faut être toujours dans l'air du temps, je vais dire. Et donc du coup, essayer de se réinventer, aussi bien sur les formats que sur les contenus. Ce que j'aime aussi beaucoup dans ce métier, c'est vraiment qu'on ne s'ennuie jamais. Tous les jours, il y a un nouveau rebondissement. Tous les jours, il y a des nouvelles choses à faire. Envoyer du love à nos clients, c'est important. Et pour en savoir plus sur ce métier et ses débouchés dans notre région, Charlotte Brolivet nous a rejoint à distance. Bonjour Charlotte. Bonjour à toute l'équipe, bonjour. Bonjour, vous êtes conseillère à Pôle emploi Landerneau. Alors le métier de community manager n'est pas si vieux, mais il est devenu incontournable presque. Effectivement, c'est un métier assez jeune, on dira environ 5 ans qu'il existe. Community manager en français, pour franchiser un petit peu, c'est un animateur de communauté web. D'accord. C'est un métier récent parce que toutes les entreprises maintenant passent aussi beaucoup par l'Internet. Et l'émission du métier de community manager, c'est justement un expert de la toile, animer des réseaux, des communautés via des forums, des réseaux sociaux. On peut citer Facebook, LinkedIn, Twitter et aussi YouTube. Et se faire connaître l'entreprise auprès des consommateurs, des clients. Et donc, comme dit Diane dans la vidéo, c'est vraiment développer la notoriété de l'entreprise, créer des posts vidéo, du rédactionnel, créer des événements et animer une communauté. Et quelles sont les formations qui existent pour exercer ce métier ? Ça va du Bac+2 à du Bac+5. Généralement, les entreprises quand même recrutent plus niveau Bac+3 avec des licences par exemple e-marketing ou sinon on va aussi sur du master, du Bac+5 avec des sortants d'écoles de communication par exemple. Et quelles sont les qualités humaines qui peuvent servir d'atout aux futurs community managers ? Bon, on l'a vu, Diane était très dynamique dans le reportage. On va dire qu'il faut être dynamique, réactif, avoir de la créativité parce que ça nécessite de créer des vidéos, créer du contenu, des images, du graphisme. Il faut aimer aussi les statistiques parce que du coup, on va regarder si les contenus ont été visionnés par les internautes. De la rigueur, justement, pour s'en tenir à ces statistiques. Et on demande aussi de l'anglais.
Beaucoup, l'anglais est très utilisé, c'est pour ça qu'on le nomme community manager et on l'anglaisise et on parle moins d'animateurs de communauté. Donc voilà, les principales qualités requises. Et à quel salaire peut-on prétendre dans la profession ? Alors, au niveau rémunération, on est pas mal. Pour commencer, par exemple, on a une fourchette de 2 000 € bruts et entre 2 000 et 2 500 € bruts. Et après, on peut monter vers d'autres métiers. On peut vraiment évoluer vers des gestionnaires de médias. Donc, la rémunération monte aussi avec les différents grades, les fonctions. Et combien d'offres sont à pourvoir sur le territoire breton pour finir ? Alors, les offres, on a très peu d'offres sur ce métier parce que c'est un jeune métier et du coup, comme on l'a vu, ça nécessite de passer par les réseaux sociaux. Donc, ça serait plutôt d'ouvrir l'œil sur les réseaux, par exemple le réseau LinkedIn, plutôt un forum lié au niveau professionnel. Et donc, voilà, les offres sont plutôt en sous-marin sur les réseaux sociaux. Donc, au niveau de Pôle emploi, ça serait, j'ai un chiffre, mais c'est tellement ridicule que je préfère vous dire qu'il faut passer via les réseaux. Et puis les candidatures spontanées, bien évidemment. Merci beaucoup, Charlotte, pour toutes ces infos. Et on le sait, dans le domaine de l'emploi. Oui, rapidement. Juste un petit mot sur la semaine des métiers du numérique à Pôle emploi. Ça se déroule du 25 au 29 janvier. Et ça sera l'occasion justement de découvrir tous les métiers du numérique, parler avec des entreprises et découvrir tout le secteur. Rendez-vous est pris. Merci beaucoup, Charlotte. À la prochaine. Et je le disais, dans le domaine de l'emploi, voire même de la scolarité, on ne le dira jamais assez, être accompagné reste une force. C'est ce que vous faites au quotidien, Luzia Poulain, avec votre association Proxité, association qui existe depuis 4 ans à Rennes. Dans tout ça, c'est bien la force du binôme qui fait toute la différence. Exactement. C'est l'accompagnement de bénévoles qui sont toutes et tous actifs dans le monde du travail, qui choisissent en parallèle de leur activité professionnelle, souvent une vie familiale dense, de donner de leur temps pour un jeune collégien, lycéen ou un jeune adulte des quartiers de Clenay, Maurepas ou de la métropole rennaise. Et c'est aussi l'histoire d'une rencontre souvent entre deux personnes ? Tout à fait. Donc on est garant, nous, au niveau de l'association, de former un binôme qui va matcher, qui va s'entendre. Donc on prend bien le soin de rencontrer chacun. Et bien sûr, l'idée, c'est que la relation de confiance se noue et qu'il y ait des belles histoires qui puissent se former. Alors vous conduisez plusieurs types de parrainage. D'abord, le parrainage adolescent. Comment ça marche concrètement ? Concrètement, c'est une rencontre hebdomadaire sur un lieu d'antenne neutre, un collège, un centre social, où il y a une dizaine de binômes qui vont se rencontrer en même temps. Chaque binôme aura sa table et pourra avancer sur ces sujets. Et un responsable de parrainage qui est présent et qui accompagne chaque binôme en proposant des ressources, en organisant des bilans, en faisant le lien avec les familles, les établissements scolaires. Et c'est un engagement sur au moins une année scolaire. Et j'imagine que vous vous adaptez aux attentes de chaque adolescent, parcours de vie, j'imagine aussi. Exactement, ça fait partie des enjeux qu'en fonction de la tranche d'âge, déjà, il puisse y avoir un premier engagement. Quand on est collégien, lycéen, c'est pas évident de se dire après les cours, je vais chaque semaine rencontrer un adulte qui croit en moi. Déjà, il y a cette motivation inhérente et l'engagement. Et ensuite, bien sûr, d'essayer de faire en sorte qu'il ou elle exprime le pourquoi de son engagement, donc de son besoin. Est-ce que ça va être de l'accompagnement à la scolarité, plutôt travailler l'orientation, l'insertion professionnelle, l'ouverture culturelle, voilà, autant d'aspects que peuvent traiter les parrainages. Et comment arrivez-vous à trouver vos parrains et marraines ? C'est un enjeu de tous les jours. La moitié d'entre eux nous viennent via nos partenaires sur le territoire. On noue des partenariats avec les entreprises, les acteurs économiques qui relaient cette opportunité bénévole. Un quart par le bouche à oreille et puis un quart par les plateformes de bénévolat en ligne, notre site internet. Alors vous nous avez apporté quelques photos. On va voir Laure et Marie-Aimée dans un instant. Racontez-nous l'histoire de ce binôme. Alors, Laure et Marie-Aimée, là, sur la photo, on voit, elles ont choisi de se faire prendre en photo sur cette terrasse pour illustrer la convivialité de leur binôme de parrainage et pour les accompagner personnellement. Je sais qu'elles sont très bosseuses toutes les deux. C'était cet été, au bout de 9 mois de parrainage, Marie-Aimée a accompagné Laure à obtenir sa 2e année de licence et à candidater pour avancer dans ses choix d'orientation et intégrer donc l'école où Laure est admise en ce moment. Et on ne le voit pas sur la photo, mais voilà, Laure, c'est une combattante au quotidien. Elle milite en tant que personne porteuse de handicap. Elle marche avec un déambulateur et coûte que coûte, on voit avec son grand sourire envie de se battre pour arriver à ses fins. Vous voulez nous parler aussi de Floriane et Valentin. C'est d'abord une passion commune qui les a
rejoint. On le voit sur la photo, donc c'est Floriane et son parrain Valentin, effectivement. Floriane, 21 ans, passionnée par la photographie, et donc elle termine son contrat de jeune major cette année, une année qui a été particulièrement challengeante pour elle, que ce soit au niveau d'un confinement où elle était bien isolée, et puis la fin de son contrat de jeune major, Valentin a été là pour la soutenir coûte que coûte et à garder le cap sur son insertion professionnelle. Elle suit une formation en vente pour assurer son quotidien, et en parallèle, Floriane, voilà, on a la fierté, elle a réalisé 15 portraits de binômes rennais qui vont être exposés au mois d'avril à la Maison des Associations. Et justement, en 4 ans, combien de jeunes vous avez accompagnés ? À Rennes, il y a 85 jeunes qui ont été accompagnés par autant de bénévoles, donc encore une fois, toutes et tous issus du monde du travail. Alors comme vous le dites, vous vous appuyez sur l'expérience des personnes actives et vous accompagnez les jeunes adultes aussi qui entrent dans le monde du travail. Exactement, donc c'est des jeunes qui ont entre 18 et 30 ans et qui n'ont pas forcément le réseau, qui n'ont pas forcément les codes professionnels ou qui n'ont pas les mots pour valoriser un parcours souvent très intéressant et qui choisissent de se faire accompagner, encore une fois, par quelqu'un qui les valorise, qui les aide à porter les mots sur leur parcours et qui ont aussi un réseau qui peut permettre aux jeunes de s'insérer. Et à l'inverse, quels sont les retours des parrains et marraines sur cette expérience ? Qu'est-ce qu'ils apprennent ? Alors souvent, ils viennent donner de leur temps en disant « je cherche à trouver un nouveau sens à mon quotidien », parfois forcené du monde professionnel. Et puis au bout de quelques mois, voilà, la plupart nous disent « en fait, je reçois beaucoup plus que ce que je donne. En fait. Je suis connectée à une autre réalité de mon quartier, de ma ville ». Donc il y avait une antenne à Clenay, vous allez ouvrir, vous venez d'ouvrir une antenne à Maurepas. J'imagine que vous avez besoin de bénévoles. En général, c'est le moment de lancer l'appel, si jamais. Si vous avez en vous la fibre d'une relation humaine personnalisée sur mesure avec juste voilà, quelques rencontres par mois à faire avec un jeune de la ville, n'hésitez pas à regarder sur le site proxité.com et à nous contacter. Ça ne vous engage pas, on pourra en discuter pour voir si c'est compatible avec vos envies. Et dernière question, avec le Covid, comment vous faites pour vous organiser, vous adapter, pour essayer de maintenir le lien quand même Mais le maintien du lien est extrêmement important en ce moment. Pour les binômes adolescents, c'est un petit peu plus simple. On a à Rennes, en tout cas, la possibilité toujours de se voir physiquement. Pour les jeunes adultes, ça permet d'innover, de se voir en visio et de s'adapter de manière virtuelle. Merci beaucoup, Luzia Poulain, d'être venue sur notre plateau. Et si vous aussi, depuis chez vous, vous souhaitez prêter main forte à des personnes qui sont à la recherche d'un emploi, voici notre idée du jour. Regardez. C'est dur, tous ces chômeurs qui se découragent. Toi qui adores refaire ton CV, tu pourrais les aider. Vous pensez que vous pourriez être utile à des chômeurs qui peinent à retrouver le chemin de l'emploi? Alors pourquoi ne pas partager vos compétences et votre motivation? De nombreuses associations d'aide à la recherche d'emploi existent et elles ont besoin de bénévoles. Conseiller, accompagner et soutenir psychologiquement les personnes sans emploi dans leur démarche, c'est essentiel. Car pour les chômeurs de longue durée ou même les jeunes, le risque c'est de s'isoler. Certaines associations sont spécialisées dans certains publics, d'autres non. À vous de trouver celle qui vous convient. Christine a choisi de s'engager dans une petite association dans laquelle elle se sent si bien que ça fait 20 ans qu'elle y œuvre. Nous sommes une vingtaine de conseillers d'horizons professionnels très différents, mais donc complémentaires, mais tous attachés à un accompagnement chaleureux et bienveillant. Nous allons donc accompagner un chercheur d'emploi jusqu'à ce qu'il ait trouvé son job. Et cela, à la fois en lui donnant de l'énergie, en l'encourageant, mais bien sûr avec toute une démarche très professionnelle correspondant aux attentes du marché d'aujourd'hui. Et comme le dit le titre de votre émission, ensemble, c'est vraiment mieux. On est bien d'accord, Christine. Et être bénévole pour aider à la recherche d'emploi, non seulement c'est utile, mais en plus c'est une belle aventure. Et même dans l'emploi, restons solidaires, vous l'aurez compris. Je crois qu'on a rétabli la liaison avec Locmaria, Evan. Est-ce que tu m'entends ? Et oui, c'est grâce à cette antenne Gavotte que nous avons retrouvé la connexion. Elle est pas belle, la vie, Anne Fonté. Alors Bruno, tout à l'heure, vous nous racontiez que ces Gavottes sont fabriquées grâce à l'entreprise Locmaria, qui est une entreprise éco-responsable. Dites-nous un peu en quoi consiste votre engagement. Oui, effectivement, chez Gavotte, la RSE est au cœur du projet d'entreprise. Gavotte est une marque locale et engagée. Voilà, nous sommes attentionnés à développer l'emploi local dans les territoires. 450 employés sur différents sites à travers la Bretagne. Effectivement, et nous continuons à recruter, donc avis aux téléspectateurs.
Voilà. Le développement de filières agricoles durables est également une de nos préoccupations. 100% de la farine utilisée vient d'agriculture raisonnée pour contribuer à développer la biodiversité en Bretagne. Et enfin, nous travaillons à l'utilisation de l'énergie dans l'entreprise, notamment au travers d'énergie verte ou de panneaux photovoltaïques. Sur le parking, on l'a vu en arrivant ce matin. On se retrouve tout à l'heure, Bruno. Mathieu, venez nous expliquer, vous êtes le directeur de ce site de fabrication. Le robot derrière nous, approchez-vous, retournez-vous pour qu'on puisse vous voir bien. Il est quand même assez dingue. Expliquez-nous ce qu'il est en train de faire. Alors, ce robot, c'est un peu l'image de Gavotte, qui est un biscuit traditionnel, mais sans oublier de se moderniser. Au niveau de ce robot, on va contrôler les crêpes grâce à des caméras qui vont détecter si les crêpes ont la bonne dimension, sont bien enrobées de chocolat. Et ces caméras vont donner l'information au robot de la position des crêpes pour permettre au robot de remplir les barquettes correctement. Alors les barquettes, elles arrivent ici sur un tapis roulant. Les barquettes, elles arrivent automatiquement sur un tapis, effectivement, et les différents bras robots vont venir prendre les crêpes pour les déposer dans les barquettes. Et comment vous faites pour que les crêpes dentelles, elles arrivent toujours en bon état dans leur point de vente? Des fois, elles vont parcourir des milliers de kilomètres. Alors ça, c'est l'expertise des ingénieurs emballages qui nous développent des emballages, que ce soit la barquette plastique, l'étui carton ou les caisses de regroupement, qui vont permettre de transporter les crêpes jusqu'aux quatre coins du monde sans les casser. Bon bravo en tout cas, félicitations parce que ça donne l'eau à la bouche, en plus ça sent le chocolat. Merci Mathieu. Merci. Bruno, pour conclure, expliquez-nous, les Gavottes, elles traversent des kilomètres, on vient de dire, jusqu'où est-ce qu'elles sont vendues? Alors elles sont vendues dans 60 pays dans le monde. Voilà, Gavotte, effectivement, ça fait partie du patrimoine breton. L'année dernière, nous avons célébré les 100 ans de Gavotte, voilà, un siècle. Nous avons honoré ces 100 ans en étant invités à l'Expo de l'Elysée sur le Made in France. Donc, belle reconnaissance. Voilà, et nous sommes entreprise de patrimoine vivant. Oui. Voilà, donc reconnu pour un savoir-faire d'excellence que vous voulez transmettre aux générations futures. En tout cas, vous en parlez super bien de cette Gavotte et de votre savoir-faire. La Bretagne peut être fière de vous. Comment est-ce que vous envisagez l'avenir? Comment est-ce que la Gavotte va continuer à traverser les décennies? Eh bien, effectivement, chez Lotte Maria Biscuit, l'ensemble des collaborateurs sont passionnés par leurs produits et nous souhaitons le transmettre au plus grand nombre, faire découvrir ce patrimoine de gastronomie breton et français au plus grand nombre. Voilà, c'est notre ambition de pouvoir transmettre un monde de plaisir. Donc peut-être de nouvelles saveurs dans les prochains mois? Effectivement, de nouvelles saveurs. Nous avons également une belle gamme de produits salés apéritifs que je vous invite à découvrir, d'excellents mais quand vous voulez. Crêpes dentelles, voilà. Donc Gavotte, Lotte Maria Biscuit, faire plaisir aux consommateurs, c'est notre projet. C'est votre leitmotiv. On a bien compris. Merci beaucoup Bruno. Nous on se retrouve demain, pas pour parler de gourmandise, mais pour parler de danse avec le Centre national chorégraphique de Rennes. J'espère que j'aurai pas trop mangé de Gavotte pour garder toute ma légèreté pour faire de beaux mouvements. J'ai un petit doute quand même. À toi, Anne Fantet. C'est mal barré. Merci beaucoup, Evan. Merci à toutes ici présentes d'avoir été avec nous. C'est déjà la fin d'Ensemble, c'est mieux. Refaire sa vie à tout âge, ce sera le thème de notre émission demain. Et je vous le dis dès maintenant, c'est possible. D'ici là, je vous souhaite une très belle journée sur France 3 Bretagne. Portez-vous bien, à demain. Thank you.